Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK. Aujourd'hui, nous accueillons Sylvain Attès, consultant et formateur en développement durable auprès des entreprises et des collectivités. Sylvain, bonjour. Bonjour. Avant de vous laisser la parole, quelques petites précisions pour nos auditeurs sur le déroulement de cette session. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions à Sylvain via la fenêtre questions dans l'interface GoToWebinar qui se trouve sur la droite de votre écran. Et Sylvain Attès fera son possible pour y répondre à l'issue de sa présentation. Restez donc bien connectés une fois la première partie terminée. Si d'aventure d'autres questions vous venaient à l'esprit une fois la conférence terminée, vous pouvez les poser sur le forum administration et gestion locale de VK que vous retrouverez à l'adresse www.vk.fr/forum/. Au cours de cette conférence, vous serez également invité à participer puisque la présentation de Sylvain Attès sera ponctuée d'un petit sondage. Enfin, nous vous informons que cette conférence va donner lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail. Sylvain, c'est à vous maintenant, je vous laisse la parole. Donc bonjour à tous. Merci donc d'être présents avec nous pour travailler et présenter donc cette nouvelle loi sur la transition énergétique. Nous avons un programme assez chargé dans le peu de temps qui nous est donné, donc on va essayer d'être très clair. Donc tout d'abord, voilà, comme ça a été présenté à l'instant par Loredana, je travaille avec les collectivités depuis une dizaine d'années sur l'accompagnement des démarches territoriales de développement durable qui prennent souvent le nom de plan climat, d'agenda 21, de démarches éco-responsables. Ces projets nécessitent souvent de l'acculturation des publics et des personnes qui sont chargées de mettre en place ces projets. Donc il y a différents travaux, soit de formation, soit évidemment d'accompagnement de façon très concrète de la démarche sous forme de l'animation de démarches participatives. Voilà. De quoi allons-nous parler donc dans les 45 minutes à peu près qui vont nous rassembler. Donc, un petit point rapide sur la situation de l'énergie en France, parce qu'il est important de savoir d'où on part. C'est vrai que la loi est un texte ambitieux qui va donner de nombreux objectifs en termes de réduction des gaz à effet de serre, de production d'énergie renouvelable. Ça questionne aussi la part du nucléaire dans le mix énergétique. Donc, il faut bien comprendre que cette loi va s'inscrire pleinement dans la mutation énergétique du nouveau siècle, du 21e siècle. Ça va introduire des outils indispensables à la réussite de la transition énergétique. C'est des outils donc d'accompagnement, de gestion de projet, mais aussi de financement euh, pour essayer de faire des territoires justement plus sobres en carbone et pour lutter sur les différentes vulnérabilités qui peuvent se présenter au territoire, notamment sur les questions par exemple de précarité énergétique. Donc on verra le contenu de la loi, enfin de ce qu'il en est sorti à ce jour, les principaux chantiers dispositifs, une question qui concerne toutes les collectivités, mais également les entreprises et les particuliers, puisqu'on est sur une loi à dimension citoyenne, donc qui permet à chacun d'agir en faveur de cette transition énergétique. Donc on verra les pistes de financement. Et j'ai décidé, en fait, dans le cadre de cette formation, puisqu'on est sur les outils qui permettent de comprendre les opportunités, de présenter un certain nombre d'appels à projets. Certains appels à projets se concluent ce jour même, par exemple le 30 septembre, mais rassurez-vous, il y a une relance régulière de ces appels à projets. Donc je présenterai un ensemble de projets qui sont les territoires zéro déchet, zéro gaspillage, territoire énergie positive, le projet de 1500 méthaniseurs dans les 3 prochaines années, d'ici 3 ans, mais également les plateformes rénovation énergétique des logements ou les villes respirables d'ici 5 ans. Euh, Premier point donc rapide pour avoir en gros quelques éléments de contexte qui sont quand même intéressants à rappeler. On a donc différents types sous un même nom d'énergie. En fait, on parle de différentes choses. Ce qu'on appelle classiquement l'énergie primaire, c'est l'énergie brute, entre guillemets non transformée. Donc c'est le rayonnement solaire, le vent, le pétrole, le charbon, le gaz naturel, l'uranium. C'est tout ce qui permet entre guillemets de produire de l'énergie. Donc en transformant l'énergie primaire, on obtient de l'énergie secondaire. Donc par exemple, typiquement, le pétrole brut va devenir du fuel ou de l'essence. L'énergie nucléaire, le solaire, l'éolien va devenir notamment de l'électricité. L'énergie finale ensuite, c'est une fois donc elle est transportée, on va avoir donc grâce à cette énergie des activités mécaniques comme le transport, électrique, comme tout ce qui est le fonctionnement des appareils ou l'éclairage, éclairage urbain ou éclairage des habitations, ou thermique par exemple comme le chauffage. Et donc c'est cette énergie qui est fournie aux utilisateurs. Ensuite, on parle enfin d'énergie utile, donc c'est celle qui est en bout de course et dont celle dont profitent réellement les utilisateurs. Donc c'est voilà, une fois qu'on est dans notre maison ou dans la collectivité, lorsqu'on utilise directement l'énergie. À chaque fois, on voit des pertes. On a des pertes pour différentes raisons qui sont liées au transport notamment.
à la transformation, au transport et à l'utilisation. Et en général, on appelle souvent ces pertes ce qu'on va appeler sous le nom générique d'énergie fatale. En fait, c'est l'énergie qui n'est pas directement utilisée pour la production du service souhaité. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement aujourd'hui, on va essayer de travailler sur la valorisation de cette énergie fatale de façon à augmenter ce qu'on appellera la performance énergétique ou l'efficacité énergétique. Donc on se rend compte qu'entre l'énergie primaire et l'énergie utile, il y a à peu près 62% de pertes. Donc c'est assez conséquent. D'où la nécessité de repenser nos modèles pour rapprocher les sources de production des sources de consommation, euh, permettre de rendre l'énergie disponible quand elle est nécessaire, puisqu'on a toujours ces problématiques de stockage avec l'énergie. Donc voilà, donc l'énergie, c'est le cœur des problématiques. Si on regarde la répartition de l'énergie consommée en France, dont vous avez sur le diagramme, le camembert qui vous est présenté, donc les chiffres datent de 2011, mais bon, les valeurs sont vraiment relativement à peu près les mêmes 4 ans après. Donc on voit finalement qu'on a principalement un modèle qui repose sur l'utilisation d'énergie fossile ou fissile, hein, puisqu'on voit que la part des énergies renouvelables, finalement, dans le mix énergétique ne représente que 8,5%. Donc ça veut dire que la France importe à peu près 98% de son pétrole, 98% de son gaz naturel, 100% de son charbon et 100% de son uranium. Donc par rapport à ces questions de géopolitique ou de coût de l'énergie sur les marchés, il est intéressant d'essayer d'aller vers un modèle plus sobre ou de relocaliser la production énergétique, typiquement avec la production d'énergie, notamment renouvelable, à proximité des territoires ou dans les territoires. Vous avez sur le deuxième diagramme les principaux postes de consommation d'énergie par secteur en France. Donc on voit que le résidentiel tertiaire plus le transport nous fait atteindre à peu près 70% donc de consommation. Donc c'est deux leviers majeurs, si on peut dire, pour notamment les collectivités territoriales, pour essayer d'aller vers des territoires plus sobres en énergie. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que sur le résidentiel et le tertiaire et les transports, mais également l'agriculture aujourd'hui avec les questions d'agriculture urbaine ou les industries avec l'idée de valoriser les filières courtes ou travailler avec des entreprises écolabellisées. Donc via les marchés publics, on est vraiment sur des possibilités d'action pour les collectivités territoriales qui rentrent pleinement dans le champ de leurs compétences. Donc c'est quand même les collectivités sont en première ligne, si on peut dire, mais également disposent des outils pour accompagner cette transition. Même si c'est bien ce que j'ai précisé au départ, il s'agit d'une loi qui a dimension citoyenne qui nécessite entre guillemets l'application de tous. Et c'est ce qu'on verra dans le sens des appels à projets, c'est qu'on est vraiment sur une dimension très participative, ou en tout cas qui nécessite la mobilisation de différents acteurs à différentes phases du projet. Toujours pour continuer un peu sur la mise en contexte de cette problématique énergétique en France. Donc là, on a sur ces deux diagrammes, d'un côté les dépenses, de l'autre côté les émissions de gaz à effet de serre. Donc vous pouvez voir que grossièrement donc les dépenses des ménages qui voilà dans un contexte de difficultés économiques grandissantes parfois, on voit que le logement, l'alimentation et le transport sont les principaux postes. Et donc là encore, on voit bien, c'est de même pour les sources d'émissions de gaz à effet de serre, GES. On voit bien donc que là encore, on a la pleine possibilité d'agir pour apporter des solutions de transport plus sobres, des modes d'alimentation qui sont plus de saison ou plus de filières courtes, et puis des logements qui vont être beaucoup plus performants. Donc on est vraiment, faut bien retenir ces trois dimensions, logement, alimentation et transport, comme les principaux domaines sur lesquels la loi va chercher à améliorer la situation, en tout cas à rendre le système plus efficient. Donc voilà pour le cadre. Voilà, donc en 5 minutes, j'avoue 5-6 minutes, c'est assez rapide, mais ça nous permet en tout cas de bien comprendre que agir sur l'énergie, c'est agir sur la dépense énergétique française, parce qu'elle se chiffre à peu près chaque année à 70 milliards d'euros, comme la facture énergétique de la France, hein, donc toutes nos importations d'énergie primaire, comme on voyait tout à l'heure. Et ça va être aussi l'occasion de soutenir l'innovation et d'aller vers une capacité à repenser nos modèles qui ont été définis il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, qui dans le cadre d'un contexte changeant nécessitent d'être repensés. Alors pourquoi une nouvelle loi? Donc cette loi qu'on appelle la transition énergétique pour la croissance verte, évidemment vous vous rappelez, donc c'est un engagement présidentiel, hein, donc au moment de l'élection de François Hollande, il y avait cette idée d'avancer vers
justement de mettre en place une loi sur la transition énergétique. C'est aussi en réponse à un engagement européen et international. Européen, c'est donc la règle des 3 fois 20 qui impose entre guillemets à tous les pays membres de l'Union européenne d'agir pour augmenter la part des énergies renouvelables, donc à 20% d'ici 2020, augmenter l'efficacité énergétique de 20%, donc l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'avec la même quantité d'énergie, vous augmentez la quantité de services rendus, donc 20% supplémentaire, et 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un engagement européen qu'on se doit de tenir. Et puis à l'échelle internationale, tout le monde a entendu parler donc du protocole de Kyoto, qui a été défini en 97, mis en œuvre à partir de 2005, qui le premier volet de la loi, enfin du protocole se termine en 2012. Il a été prolongé in extremis en 2009 dans le cadre de la COP de Copenhague jusqu'à 2020. Mais passé 2020, il n'y a plus entre guillemets de cadre et d'où l'enjeu notamment de la COP 21 en fin d'année qui se tiendra à Paris et au Bourget pour trouver la suite justement sur cette transition énergétique à l'échelle planétaire. En tout cas, les engagements que l'on a signés à Kyoto nous obligent à agir de façon à réduire ces émissions et à promouvoir les énergies renouvelables. C'est également une continuité de la loi, notamment de la loi Grenelle 2 et de la loi Allure, tout simplement puisque la loi Grenelle 2 donc, était déjà sur ces questions énergétiques, et la loi Allure, par son ambition de travailler sur un urbanisme rénové, donc un urbanisme dense, moins consommateur de ressources, qui favorise également la mixité ou le lien social. Donc, ces questions-là, finalement, la loi sur la transition énergétique n'est pas en rupture, mais bien en continuité de dispositifs qui ont pris fin ou de dispositifs qui ont été mis en place et qui nécessitent d'être étayés de nouveaux outils puisque les contextes sont changeants. Et évidemment, une urgence climatique, voilà, donc il suffit pour ça de s'intéresser aux différents rapports du GIEC et un bilan du Grenelle de l'environnement en demi-teinte où certains sujets ont été écartés de la pratique, typiquement comme la question nucléaire qui se repose aujourd'hui. On voit bien les tensions que ça peut créer ou les enjeux au niveau de la gestion des déchets ou même la conservation des emplois de tous les acteurs qui travaillent sur ces filières nucléaires. Et on peut dire que sur la question du Grenelle, il y a aussi sur le demi-teinte, il y a notamment toute la part du transport du fret, où on espérait un report de la route vers des modes de transport moins polluants comme le bateau, entre guillemets, les péniches et le ferré qui a été entre guillemets un peu mis en échec pour différentes raisons au cours de la précédente par le précédent gouvernement. On est aussi dans un contexte de vulnérabilité énergétique, hein, comme j'ai précisé en introduction, on voit qu'on importe la majorité des énergies que l'on consomme aujourd'hui, donc dans un contexte où on a peu de contrôle sur la valeur des matières énergétiques qu'on importe. Évidemment, plus on va être capable de produire de l'énergie, donc de gagner, on va dire, non pas en autonomie, mais plutôt en résilience, capable de produire l'énergie dont on a besoin, ça va être un moyen de contrôler donc ces dépenses et les factures qui vont avec. Dans la notion de vulnérabilité énergétique, évidemment, c'est en lien directement avec l'habitat, sa performance, mais aussi les questions sociales, avec notamment toute la question de la précarité énergétique, qui est un problème voilà, qui peut être très conséquent sur beaucoup de territoires et facteur d'instabilité sociale locale. Notamment. Il y a également aussi une prise de conscience progressive auprès du grand public. Hein. Il y a une volonté, entre guillemets, des citoyens que ces questions environnementales et notamment climatiques soient traitées par les politiques. Donc ça fait partie d'une dimension, on va dire, stratégique vis-à-vis d'un électorat. Et puis, comme je disais tout à l'heure, la dépense énergétique est de 70 milliards d'euros chaque année pour la France. Donc il s'agit également, dans un contexte de restrictions un peu budgétaires ou des moyens, pour les collectivités notamment, ça va être un moyen de réduire certaines dépenses, voire de créer de nouvelles sources de financement, typiquement avec la valorisation des déchets qui aujourd'hui coûtent et qui peuvent devenir des produits à partir du moment où on sait les valoriser. Premier sondage. Premier sondage, en effet, je reprends la parole pour vous proposer un petit sondage. La question qu'on voudrait vous poser ce matin avec Sylvain est: avez-vous été impliqué directement ou indirectement sur la démarche plan climat de votre collectivité territoriale? Donc, je lance ce petit sondage auquel vous pouvez répondre directement depuis votre écran. On vous laisse quelques instants pour répondre à cette question et Sylvain réagira ensuite selon vos réponses.
Donc pour l'instant, je vous laisse quelques instants. J'attends. Alors, vous êtes les 3/4 à avoir voté. Je pense qu'on va pouvoir fermer le sondage pour avoir les résultats. Je vous laisse encore quelques secondes avant de laisser la parole à Sylvain. Donc je vous partage les résultats pour que tout le monde puisse les voir. On est à 50% de non. Et ensuite, c'est partagé entre 31% d'implication directe et 19% d'implication indirecte. Donc, on est vraiment à moitié-moitié. Est-ce que ça vous surprend, Sylvain, le résultat? Et il faudrait connaître en fait la nature des votants, et évidemment, puisque voilà, si une entreprise aura pu ne pas être impliquée, un territoire, il fait moins de 50 000 habitants, n'a pas d'obligation de mettre en place un plan climat. Donc pour X raisons, on peut avoir ça peut être compréhensible qu'il y ait un certain nombre de territoires qui n'aient pas mis en place de démarche plan climat. Impliquer directement, je pense que ça veut dire qu'on a là ici un certain nombre de personnes qui sont connectées avec nous, qui sont justement gestionnaires de collectivités territoriales ou en tout cas directement impliqués sur la mise en place de ces démarches. Donc c'est pour ça qu'ils sont impliqués. Indirectement, ça veut peut-être dire qu'on a parmi nous aussi des bureaux d'études, des associations qui ont été sollicitées à différentes phases du plan climat, soit dans l'élaboration du diagnostic, soit dans le fait de mettre en place des actions qui vont dans le sens de territoires plus sobres en énergie. Donc c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que finalement ces plans climat ont cette capacité, on va dire que c'est une relecture climat-énergie du territoire. Et donc évidemment, si on parle de transition énergétique, une collectivité qui a déjà un plan climat dispose entre guillemets d'indicateurs qu'elle a mesurés et puis entre guillemets d'instances de pilotage qui vont lui permettre de mener à bien la continuité de ce qu'elle a commencé en utilisant notamment les nouveautés qui sont apportées par la loi. Donc je rassure tout de suite ceux qui n'ont pas été impliqués et ainsi de suite. C'est peut-être que la communication n'a pas été faite, peut-être qu'il y a des choses qui existent sur la collectivité, donc c'est quand même des choses, voilà, c'est important de savoir si une collectivité a mis en place quelque chose. Après, une collectivité peut ne pas avoir de plan climat et être tout à fait exemplaire dans ses démarches de, de, de réduction de ses impacts écologiques et de performance énergétique. Voilà. Pour la loi, voilà, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, donc je vais pas revenir sur toute l'élaboration de la loi. Vous savez qu'il y a toujours le va-et-vient entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est cette loi donc sur la transition énergétique pour la croissance verte a été promulguée le 17 août 2015, donc c'est très récent, comme vous pouvez voir. L'objectif, donc en gros, la question qu'on posait avec cette loi, c'est quelle énergie dans 10, 20, 30 ou 40 ans, quels sont les investissements nécessaires, comment on va développer les énergies renouvelables, comment mieux utiliser l'énergie disponible, hein, c'est ces pertes qu'on voyait au départ, et au total, donc, pour répondre à ces questions, il y a tout un panel d'articles, de décrets, de chantiers, de dispositifs, d'appels à projets qui ont été pensés en même temps que la mise en place de cette loi, de cette nouvelle loi. Donc sur les 215 articles, évidemment, donc la loi est consultable sur les sites classiques type Légifrance, hein, donc on ne peut pas tous les détailler maintenant. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre finalement quels sujets sont abordés par ces articles. Donc grossièrement, sur les 215 articles, les deux premiers vont fixer des objectifs, vont permettre de clarifier quels sont les objectifs qu'on cherche à atteindre en termes de performance énergétique ou de réduction des gaz à effet de serre. On a une trentaine d'articles du 3 au 33 qui vont toucher la question des bâtiments, notamment la rénovation thermique des bâtiments ou le bon usage de ces bâtiments. Sur les questions de transport qui sont associées souvent aux questions de qualité de l'air et donc de santé, on a pareil une trentaine d'articles, donc ce sera ceux qui vont de l'article 34 au 68. Sur la question des déchets et du gaspillage, notamment gaspillage alimentaire, donc pareil une trentaine d'articles, donc c'est ceux du 69 au 103. Sur la question de l'énergie, et notamment la production d'énergie renouvelable ou la capacité de créer des structures, de nouvelles structures économiques qui vont permettre de pouvoir revendre de l'énergie à partir de l'énergie qu'on a produit localement. Donc on a une trentaine d'articles, du 104 au 132.
pour tout ce qui est la simplification et clarifier les procédures, notamment sur l'urbanisme pour faciliter la rénovation, l'isolement, la mise en place de dispositifs de production d'énergie sur les toits, donc ça va toucher, donc c'est pour ça que c'est un prolongement de la loi Allure. On va avoir une quarantaine d'articles, 130, donc c'est du 133 au 172. Sur le agir ensemble, donc il y a une question clé on a bien vu que de cette loi citoyenne, donc qui va permettre de savoir comment on va faire coopérer citoyens, États et entreprises, une quarantaine d'articles, donc c'est ceux qui vont de 173 à 215. Donc les premiers décrets d'application seront publiés dès la rentrée 2015, donc nous sommes en plein dedans et c'est pour ça que je vous inviterai donc évidemment au-delà de cette conférence à bien suivre l'évolution de la loi et le passage des décrets de façon à pouvoir comprendre quels sont les outils nécessaires à sa mise en œuvre. J'ai résumé, il y a beaucoup d'objectifs dans beaucoup de domaines, donc en gros on a des objectifs à court terme, on va dire 2020, je vous ai fait ressortir les principaux, donc il y a une réduction de 7% des déchets ménagers, recycler jusqu'à 70% des déchets du BTP, alors d'un chantier à l'autre, d'un territoire à l'autre, ces chiffres sont très variables, il y a des territoires où on a à peine 20% des déchets du BTP qui sont recyclés, ou là où il y a des territoires où quasiment on est sur on est déjà presque sur ce chiffre de 70%. Il y a développé 6000 MW de production électrique en mer, donc c'est les grands appels à projets notamment qui sont passés l'année dernière et il y a 2 ans sur justement le développement de l'énergie éolienne en mer, qui sera un équivalent de 3,5 de la production. En 2025, des objectifs donc, de diminution de 50% des déchets mis en décharge, avec notamment tout un travail sur les déchets organiques. La réduction des gaz à effet de serre dans la grande distribution de 20%. Donc sur ce point-là, je ne suis pas certain en fait que finalement ça a été validé par le Conseil. Donc c'est un point à mettre entre parenthèses. Voilà. Et donc voilà, pour revenir sur les tri des déchets alimentaires, donc chaque Français devra disposer d'une solution de tri des déchets alimentaires d'ici 2025. Donc ça veut dire que les collectivités ont besoin de penser à la façon dans laquelle on va pouvoir collecter ces déchets. 2030, donc c'est dans longtemps si on peut dire, mais en même temps, vu l'ampleur des efforts, c'est demain. Donc c'est une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. Alors 1990, c'est toujours une différence. On a 2 références sur les émissions, c'est soit 2005, soit 1990. 2005, c'est par rapport plutôt aux objectifs qui ont été fixés par l'Europe. 1990, c'était dans le cadre du contexte international de Kyoto. Réduction de 20% de la consommation énergétique, diminution de 30% des énergies fossiles, promotion des énergies renouvelables de 32% de la consommation d'énergie et de 40% de la production d'électricité. Et quelque chose qui intéresse aussi directement les collectivités, c'est la mise à disposition de 7 millions de points de recharge pour les véhicules électriques. Évidemment, si on fait la promotion des transports entre guillemets propres, c'est-à-dire qui ne fonctionnent plus sur du thermique, il va pouvoir permettre d'offrir des solutions pour le recharger. Voilà. D'ici 2050, c'est la réduction de 75% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. C'est ce qu'on appelle le fameux facteur 4. Donc facteur 4, qui est la division par 4 des émissions, donc ce qui représente 75%. Et diminution de 50% de la consommation énergétique. Donc 50% de la consommation énergétique, ça veut dire évidemment travailler sur les transports, l'alimentation et le bâtiment. On en revient toujours sur ces 3 postes clés. En termes, pour pouvoir un peu visualiser l'effort à mener, on voit grossièrement donc qu'entre 1990 et 2007, on a une augmentation globale des émissions de gaz à effet de serre de 12%. Ça c'est pour la France. Hein. Donc la base 1990, c'est les bases de référence de Kyoto. Voilà. Kyoto donc se met en œuvre à partir de 2005 puisqu'il fallait un minimum d'États signataires, donc pensé en 97 mais mis en œuvre à partir de 2005. En 2012, l'objectif était de stabiliser les émissions par rapport au niveau de 1990. Donc la France fait partie des rares pays qui a réussi à stabiliser ses émissions, notamment en s'appuyant sur le parc électronucléaire qui est moins producteur de gaz à énergie renouvelable, de gaz à effet de serre, pardon, même s'il y a d'autres problématiques liées notamment au transport, à la sécurité, au coût et l'absence de solution sur le traitement des déchets. L'objectif de 3 x 20 donc, qui sont fixés par l'Union européenne, donc cette fois-ci on a une diminution de 20% par rapport aux valeurs de 1990. Donc on voit que c'est un niveau d'effort, donc on est en cours, pour l'instant il n'est pas atteint, il nous reste 5 ans donc pour l'atteindre, et le facteur 4, pour bien comprendre l'ampleur du changement, on voit que c'est une diminution donc de 75, donc là c'est par rapport au niveau de 2005, pour ça peut être un peu confusant, mais ça permet en tout cas de comprendre que le niveau d'effort est assez important, puisqu'en gros on peut dire que d'ici 2050, chaque Français disposera à peu près de la quantité d'énergie à l'année
équivalente à 15 000 km dans une petite voiture, type petite voiture, je sais pas, on peut pas citer de marque, voilà. Mais voilà. Donc en gros, mais c'est 15 000 km que vous faites en voiture, ce qui est finalement quelqu'un qui roule régulièrement, c'est vite atteint. Bah, il faudra comprendre que la quantité d'énergie nécessaire à ce transport, eh ben, servira à évidemment se transporter, se chauffer, se nourrir, se déplacer, se divertir. Donc on voit qu'il y a un véritable enjeu clé de transition de nos outils, mais également de nos habitudes et de notre modèle culturel au sens large, quoi. Sur les chantiers, les principaux chantiers, donc on parle de rénovation énergétique obligatoire des bâtiments privés et résidentiels en cas de travaux importants. Euh, on va parler pour les constructions de l'État et des collectivités territoriales, on va être sur des bâtiments à énergie positive ou à haute performance environnementale. Donc c'est toujours des nombres de kilowattheures consommés par mètre carré, hein. Toutes ces valeurs, vous pouvez les retrouver facilement sur la quantité exacte. Le maximum à consommer. Sur le transport, on garde, donc vous voyez qu'il y a une suite du Grenelle parce qu'on garde le principe des bonus malus sur l'achat de véhicules électriques, l'objectif de 7 millions de points de recharge, la promotion des transports en commun, des travaux importants en termes sur le fret fluvial et ferré, la mise en place de plans de mobilité rurale pour faciliter justement la mobilité sur ces territoires qui sont parfois peu pourvus en termes de transport en commun ou de solutions, des indemnités vélo pour justement pouvoir valoriser l'usage de ce moyen de transport et avoir une compensation liée, finalement à l'effort réalisé par tous les utilisateurs, des recherches sur les véhicules du futur, donc de la R&D on peut dire, des zones à circulation restreinte qui sont intéressantes parce qu'elles vont permettre de redonner du pouvoir aux maires sur la capacité à définir des zones sur les espaces urbains qui sont sous un plan de protection de l'atmosphère, donc défini sur une zone qu'on appelle un plan de protection de l'atmosphère qui va permettre d'interdire la circulation de véhicules trop polluants, ce qui change un peu avec le système de la circulation internée qui est défini à l'échelle de la préfecture. Là, donc ça donne une capacité vraiment des moyens d'action à l'échelle de la collectivité directement, avec le pouvoir entre guillemets du maire de pouvoir définir des zones où tel type de véhicules ne sont plus tolérés. Des vignettes pollution pour faciliter la lecture et mieux comprendre voilà, justement quel type de véhicules peuvent circuler dans ces zones à circulation restreinte. L'État et ses établissements publics doivent aussi respecter une part minimale alors pour l'État de 50% des véhicules à faible émission de CO2 et de polluants de l'air, ça c'est d'ici 2020. Et pour les collectivités territoriales, ce chiffre est de 20% et ce dès le 1er janvier 2016. Sur les énergies renouvelables, donc la possibilité de financement participatif, l'idée c'est de pouvoir créer des sociétés anonymes avec pour objet la production d'énergie renouvelable, où en fait on va avoir des possibilités d'investissement entre public et privé pour justement partager les coûts d'investissement et les bénéfices liés à cela. C'est aussi un moyen pour les collectivités d'impliquer directement leurs habitants ou les entreprises du territoire à être acteurs de cette transition et pas que ce soit finalement des acteurs qui peuvent être déjà dans l'énergie mais éventuellement même hors du territoire français. C'est le développement de la méthanisation, hein, donc le fait de valoriser les déchets organiques pour en faire des biogaz, mais c'est également le doublement du budget fonds chaleur de l'ADEME, donc il y a un dispositif qui était sorti déjà il y a quelques années justement dans le but en fait d'essayer d'avoir des territoires où on va mutualiser, donc on va penser dès la mise en place de l'aménagement d'un nouveau quartier, la possibilité d'avoir un seul radiateur, si on peut dire un peu géant, qui va permettre de gérer le chaud et le froid et qui doit être alimenté notamment par des sources d'énergie renouvelable, plus un comptage et un suivi donc des consommations de façon à pouvoir mesurer la performance du système. C'est aussi le développement de l'éolien offshore. Hein, donc on voit donc il y a tout un panel sur l'énergie. Sur la question du nucléaire, c'est pas énergie renouvelable, mais sur la question du nucléaire, en fait, la loi sur la transition plafonne le volume de production à 63,4, je crois, mégawatts de production d'électricité via le nucléaire, ce qui veut dire typiquement que si le projet de l'EPR aboutit, il ne pourra aboutir que si, par ailleurs, on ferme un certain nombre de réacteurs. Donc en gros, on plafonne la production maximale d'électricité liée au nucléaire avec pour objectif d'une réduction de 50% dans le bouquet énergétique sur la production électrique liée au nucléaire d'ici 2025. Donc on a toujours cette idée de réduire petit à petit la question du nucléaire qui est par ailleurs une ressource fossile évidemment
puisqu'on produit du nucléaire à partir de l'uranium qui est un minerai. Sur la réduction et les gaspillages de déchets, donc des solutions pour le tri à la source des biodéchets, la lutte contre le gaspillage dans les services de restauration collective, l'interdiction des sacs plastiques en caisse d'ici 2016, la mise en place, la disparition de ce qu'on appelle donc la date limite d'utilisation optimale sur certains produits, ou encore la lutte sur l'obsolescence programmée, qui était pareil, une loi qui était ce qu'on appelle la loi Hamon, qui cherchait à travailler justement sur la réduction de ces déchets. Deux dispositifs pour accompagner un peu la feuille de route, si on peut dire, de la mise en place de la transition énergétique. Donc on a ce qu'on appelle les budgets carbone. Donc en gros, ça va fixer des plafonds d'émissions à ne pas dépasser. C'est ce qu'on appelle aussi la stratégie nationale bas carbone. Donc c'est l'article 73 de la loi en question, qui va permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la France et respecter des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à moyen terme et à long terme. Donc en gros, ça va être une sorte, un peu comme Kyoto, c'est-à-dire que ça va être l'émission de quotas maximal d'émissions, si on peut dire. La programmation pluriannuelle de l'énergie, donc ce qu'on appelle la PPE. Donc la première PPE doit couvrir la période 2016-2018, ce qui nécessiterait donc qu'elle soit établie avant la fin de cette année. Donc c'est un amendement gouvernemental qui est adopté au Sénat et repris en commission spéciale, et ça repousse cette programme. Enfin voilà, donc du coup en fait les délais étant jugés trop serrés, il y a un doute vis-à-vis au niveau des sénateurs qui pensent qu'en fait on ne va pas être capable de définir la feuille de route de la PPE d'ici pour 2016-2018 avant le 31 décembre 2016. Donc en gros, il va falloir peut-être attendre le début de l'année 2016 pour en savoir un peu plus sur cette programmation pluriannuelle de l'énergie. En gros, ça va permettre de savoir exactement voilà, comme vous pouvez voir, ça permet de clarifier ce qu'on fait sur l'approvisionnement, la sécurité, le stockage, la diversification ou les investissements. Pour financer toute cette transition énergétique, donc on a plusieurs sources. L'État, qui va mettre donc 10 milliards d'euros sur la table sur 3 ans, notamment à destination qui va permettre de financer un certain nombre d'appels à projets. La Caisse des dépôts, donc c'est 5 millions d'euros qui sont prévus pour accompagner la transition énergétique sur les territoires. Notamment, ça va être des budgets qui vont pouvoir être utilisés pour la rénovation, le transport ou la production d'énergie renouvelable. Un fonds de financement de la transition énergétique de 1,5 milliard d'euros sur 3 ans, qui permet d'alimenter notamment le fonds chaleur, donc qui a doublé, qui était de 200 millions d'euros, qui passe à 400 millions d'euros, financer les appels à projets, la rénovation des logements privés, donc c'est typiquement le chèque énergie par exemple, ou le soutien donc aux bailleurs et à tout ce qui est la transformation de l'habitat pour faire un habitat plus efficient, plus efficace. Également pour les entreprises, puisqu'on est sur une dimension, donc une loi qui se veut dépasser l'obligation des collectivités territoriales pour essayer d'appliquer le maximum d'acteurs. Donc il y a 1 milliard d'euros de prêts pour les entreprises pour accompagner justement sur des solutions de transport ou de renforcer la performance énergétique de leur mobilier. Également l'ADEME qui continue donc ce qu'on appelle les appels à manifestation privée, donc le fonds R pour les collectivités. Donc l'idée c'est pour permettre le renouvellement des appareils de chauffage individuels qui sont peu performants. Donc on voit bien que c'est typiquement une loi qui permet de renforcer l'efficacité énergétique avec ces appareils, mais également de travailler sur les problématiques de pollution de l'air. Et pour les particuliers, on a aussi des éco-prêts à taux zéro. Donc ça, on reste vraiment dans la logique qu'il y avait eu avec la loi Grenelle, des fonds de garantie pour la transition énergétique, pour les ménages modestes, des crédits d'impôt transition énergétique pour le financement des travaux, voilà, comme son nom l'indique, des bonus pour les véhicules électriques ou encore des indemnités kilométriques vélo. On a encore d'autres sources de financement externe, on va dire la Banque européenne d'investissement, donc la BEI, qui propose de mettre 1 milliard d'euros sur la table pour la rénovation des collèges, ou encore des financements complémentaires comme les fameux certificats d'économie d'énergie qui permettent donc aux obligés et aux ayants droit, donc les obligés c'est les producteurs d'énergie ou les revendeurs d'énergie qui doivent
justifier un certain nombre d'efforts pour éviter de vendre de l'énergie sans inciter les gens à faire des économies, et donc les ayants droit qui vont permettre, grâce à ces certificats d'économie d'énergie, de pouvoir les revendre aux obligés et donc de financer une partie de la transition énergétique. Réaffectation par l'État de la taxe carbone sur les projets de transition. Donc, il faut savoir que la taxe carbone aujourd'hui, elle est à peu près à une valeur de 7 euros. Donc, c'est justement l'idée qu'on voyait tout à l'heure sur la stratégie nationale bas carbone, donc, qui doit permettre de fixer des quotas d'émissions maximales. Donc ça va être aussi un des leviers pour évidemment financer cette transition énergétique. Donc j'ai décidé de vous présenter un certain nombre d'appels à projets qui vont, je pense, vraiment intéresser un bon nombre de collectivités ou d'acteurs qui pourraient se positionner sur l'accompagnement de ces projets. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle le territoire, donc l'appel à projet territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Alors, il faut savoir que le deuxième appel à projet s'est clôturé le 2 septembre 2015. Donc, évidemment, il est trop tard pour candidater sur celui-ci. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'accompagner les collectivités volontaires dans une démarche d'économie, démarche exemplaire et participative de promotion de l'économie circulaire. J'ai une diapo après sur l'économie circulaire pour repréciser ces grandes caractéristiques. Donc c'est 58 territoires qui ont été désignés lauréats de l'appel à projet à la fin 2014. Et il y avait à peu près plus de 200 territoires qui avaient candidaté. Donc on voit que ça touche aussi bien les DOM-TOM que la région métropole. L'économie circulaire, donc l'idée c'est de transformer les déchets en ressources. Donc ça touche à ce qu'on appelle l'écologie industrielle. Donc en gros, typiquement, vous allez pouvoir récupérer l'énergie produite par un process industriel pour chauffer un bâtiment public. Un exemple, par exemple, vous récupérez l'énergie du métro pour chauffer une piscine, par exemple. Ça va être tout ce qui est fonctionnalité. Donc, on va essayer de s'intéresser plutôt au service rendu par un objet qu'à l'objet en soi. Un exemple, le Vélib, on est sur de l'économie de fonctionnalité. Donc, on voit que le même vélo sert plusieurs fois par jour à différentes personnes. Donc, c'est beaucoup plus sobre en énergie que de donner un vélo à chacun. C'est le réemploi avec la réparation, évidemment. Donc, c'est tout ce qu'on voit émerger dans les collectivités territoriales, de repères café, de recycleries, de structures qui permettent donc de donner une deuxième vie aux objets. C'est la réutilisation. Donc c'est-à-dire en général, on peut, voilà, avec des partenaires, avec certaines associations, par exemple, valoriser l'ancien matériel informatique qui peut avoir une deuxième vie pour des usages, on va dire, un peu plus légers. C'est vraiment tout le dispositif de recyclage pour voilà, récupérer des matériaux ou revendre des matériaux ou éviter donc un certain nombre d'émissions de pollution. Voilà, c'est plus facile, hein, ça consomme moins d'énergie de recycler du verre que de reproduire du verre, par exemple. Donc, on voit bien qu'il y a un intérêt double, économiser la ressource et limiter les consommations d'énergie. Et évidemment, tout le travail d'éco-conception, on va essayer de travailler avec des produits qui sont biosourcés. Voilà, on va penser directement à l'impact et à réduire cet impact et travailler également sur la durée de vie pour que ces objets soient les plus performants possibles. Donc un exemple, par exemple la ville de Roubaix, donc il y a beaucoup d'exemples, hein, donc on voit depuis 2014 la ville de Roubaix a engagé une démarche zéro déchet, donc on voit bien que c'est l'appel à projet, c'est pour inciter les territoires à aller encore plus loin pour ceux qui avaient commencé ou inciter tous les territoires qui n'avaient pas encore vraiment travaillé sur ces questions à s'y engager. L'objectif de la ville de Roubaix, donc c'est 300 familles qui ont réduit leurs déchets. Donc on voit bien que c'est des familles, des agents, des partenaires. Donc on est vraiment sur une échelle, voilà, ce que je disais tout à l'heure, public-privé. Et on a plein d'actions qui peuvent être engagées. Donc c'est de l'accompagnement, notamment le diagnostic, hein, parce que ça commence toujours par du diagnostic avant d'aller sur des plans d'action, des ateliers thématiques qui permettent de réfléchir ensemble à la mise en place de solutions, des tests, de la tarification incitative, des chartes d'engagement, voilà, un certain nombre de dispositifs qui permettent donc de sensibiliser à ces questions et d'inciter donc tous les acteurs à aller vers plus d'économie. On voit aussi là ce qui est intéressant, c'est par exemple Roubaix a travaillé avec des acteurs économiques, deux associations, Roubaix Côté Commerce ou le Club des milieux innovateurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'appuie sur des dispositifs déjà existants. C'est vraiment l'intérêt de ces démarches, c'est de partir sur de l'existant pour le valoriser ou pour s'appuyer sur une dynamique déjà existante. Sur l'appel à projet territoire énergie positive, donc bonne nouvelle, c'est que là on a
528 collectivités qui s'étaient positionnées pour le premier appel à projet. Il y aura un nouvel appel à projet cet automne, donc je vous invite donc à rester vigilant une fois de plus. Hein, tous ces appels à projet sont présentés soit sur le site du gouvernement, soit sur le site de l'ADEME. Donc, objectif, c'est accompagner les territoires sur des actions en lien avec les éco-responsabilités, l'isolation, le transport, les énergies renouvelables, les circuits courts pour l'alimentation, et ainsi de suite. Voilà. Donc, il y a eu 528 collectivités territoriales qui sont positionnées et donc 212 qui ont été récompensées. Hein. Donc, c'est ce que vous pouvez voir sur la petite carte qui est présentée à droite de l'écran. Et les aides vont de 500 000 euros à jusqu'à 2 millions d'euros pour les territoires. Et donc, c'est pour permettre donc de répondre à tous les objectifs qui sont présentés au-dessus. Donc un zoom sur un projet, donc TAEP, c'est l'acronyme donc Territoire Énergie Positive, agglomération de Chambéry et d'Annecy donc et du PNR, donc on voit bien qu'on a un portage par 3 types de collectivités territoriales. Voilà, donc une agglomération, une métropole et un parc naturel. Donc l'objectif à 2050, c'est de diviser par 2 les consommations d'énergie sur ce territoire. Alors les initiatives, on les retrouve dans l'économie et la production de chaleur, la rénovation thermique, récupération de l'énergie fatale, donc c'est cette énergie d'habitude perdue qu'on essaie de valoriser, le développement de réseaux de chaleur, des économies de production d'électricité, donc ce qu'on appelle les familles à énergie positive, donc c'est porté en général par une structure associative locale qui incite des familles à s'engager dans la réduction de leur consommation d'énergie. Donc évidemment, il faut que ce soit valorisé par un bon partenaire avec la collectivité qui va s'engager à déployer des moyens en termes de communication ou de mise à disposition de salles, par exemple, pour faire des événements qui permettent de valoriser les efforts des familles. Méthanisation des boues des stations d'épuration, développement de centrales photovoltaïques, pardon, et sur la mobilité. Donc, c'est essayer de passer à autre chose que la route pour le transport des marchandises, ce qu'on appelle le report modal, l'efficacité énergétique des véhicules, les aménagements pour les pistes cyclables, développement du covoiturage, de l'autopartage, et donc toutes ces solutions qui permettent donc de réduire les consommations d'énergie. Je peux rentrer en détail sur la centrale villageoise photovoltaïque, mais bon, voilà, on n'a pas beaucoup de temps, il nous reste à peine une dizaine de minutes. Un autre appel à projet, donc 1500 méthaniseurs en 3 ans. Hein, donc le principe du méthaniseur, c'est qu'on on va valoriser des déchets organiques. Donc ce qui est intéressant, là vous pouvez voir la carte au 30 novembre 2014. Donc cet appel à projet est en cours parce qu'évidemment, il y a à peu près 300 projets aujourd'hui qui doivent être développés, proposés pour cet appel à projet. Donc on voit bien qu'on est loin des 1500. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser sur cette question-là, parce que c'est intéressant. L'idée, c'est soit d'accélérer les projets, soit d'améliorer les projets existants, soit de soutenir de nouveaux projets. Donc on est plutôt sur des territoires ruraux, évidemment, parce que l'idée, c'est la grande majorité des déchets, là on voit sur la typologie des projets inscrits. Donc 75% des projets qui se sont présentés sont des projets de méthanisation agricole, à la ferme ou centralisée, donc c'est soit directement le producteur a un grand volume de déchets qu'il peut valoriser sur place, soit centralisé, donc là ça veut dire qu'il va falloir regrouper un certain nombre d'agriculteurs. En plus, il ne suffit pas de mettre des déchets organiques pour faire des biogaz, hein, c'est une recette un peu complexe pour qu'on ait des performances. Donc évidemment, il va être nécessaire de s'assurer qu'il y a le volume et la qualité, si on peut dire, des déchets qui vont être valorisés, vont permettre de produire un biogaz à un coût compétitif, quoi. Voilà. On a également donc un projet sur 4 qui est déposé, ce sont des projets de stations d'épuration, d'installation de stockage des déchets non dangereux, donc les déchets ménagers, ou des méthaniseurs utilisant en majorité des déchets et des industries agroalimentaires ou des ménages mélange d'intrants. Typiquement, on va pouvoir valoriser des déchets qui viennent des restaurations, des hôpitaux, des espaces verts. Voilà. Donc on a une fois de plus des sources multiples. Et à terme, évidemment, c'est pour ça qu'on va dans cette idée de prélever les déchets, les biodéchets à la source. Toujours dans cette logique d'accompagner la transition, donc on a ce qu'on appelle les plateformes rénovation énergétique des logements. Donc je pense que tout le monde connaît les agences locales de l'énergie, donc qui était un dispositif qui était mis en place par l'ADEME. Et un portage donc ADEME Région. L'idée donc c'est d'aller encore un peu plus loin donc sur ces plateformes qui vont permettre donc d'apporter du conseil et de l'accompagnement pour les collectivités mais également les citoyens lambda, si on peut dire, pour se renseigner sur quels sont les crédits d'impôt, comment faire un diagnostic de performance énergétique de mon logement. Donc en fait l'idée c'est vraiment d'essayer d'inciter au maximum le privé, c'est-à-dire les citoyens à engager des démarches de rénovation de leur logement.
Donc pour créer une plateforme locale de rénovation énergétique ou compléter un dispositif existant, donc je vous invite à vous rapprocher de votre agence locale, régionale, donc de l'ADEME. Un exemple, la plateforme en Essonne Rénover Malin. Donc il s'agit actuellement surtout d'un site web plus qu'entre guillemets même s'il y a il y a un espace d'accueil physique également qui est proposé plusieurs jours par semaine dans les différentes collectivités partenaires. Donc on voit bien que ça regroupe 16 partenaires, entreprises, collectivités territoriales, des associations, les chambres consulaires qui ont la capacité justement d'identifier quelles sont par exemple les entreprises labellisées, notamment RGE, qui permettent justement d'avoir ce label qui permet de mener à bien des travaux de rénovation énergétique. Donc ces missions, donc c'est simplifier les démarches, voilà, tout simplement parce que j'ai une information qui est lisible, accessible, compréhensible, pour essayer d'inciter donc tout à chacun d'entreprendre les rénovations de leur logement et de pouvoir bénéficier des allègements fiscaux qui peuvent être proposés dans le cadre de ce dispositif. L'objectif pour la plateforme Rénover Malin, c'est 10 000 visiteurs par an, 5 000 autodiagnostics de logement, 2 000 sollicitations de rendez-vous auprès d'un coach rénov, donc c'est typiquement un spécialiste des questions énergétiques, des projets de rénovation et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on voit bien que c'est intéressant parce que là il y a une bonne dimension d'accompagner les citoyens pour réduire les vulnérabilités, permettre aux collectivités territoriales d'avoir un bilan global de gaz à effet de serre qui est meilleur et soutenir également l'emploi local pour bon nombre d'entreprises présentes sur les territoires. Un autre appel à projet qui est intéressant, donc ce que je disais tout à l'heure, donc sur les notions de qualité de l'air, ça en lien directement avec les productions d'énergie. C'est un peu la logique aussi justement des fameux schémas régionaux de cohérence air écologie. Donc c'est mettre en œuvre des mesures exemplaires dans les villes laboratoires pour conquérir la qualité de l'air en 5 ans. Donc on voit bien qu'on est toujours sur les appels à projets. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est toujours sur des démarches volontaires. Donc c'est vraiment une belle opportunité à saisir puisque vous pouvez bénéficier de financement, de mise en avant de vos initiatives sur les différents documents institutionnels qui sont produits dans le cadre de cet appel à projet. Donc c'est des projets portés par des territoires et des agglomérations qui sont situés dans l'une des 36 zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère. Donc là je vous invite à vous renseigner pour savoir si vous faites partie de ces zones de protection de l'atmosphère. Les critères d'éligibilité, donc c'est présenter un projet à échelle intercommunale. Mais on voit bien que ça va aussi dans cette logique de la loi Allure, par exemple, qui a transféré la compétence des SCOT à l'intercommunalité. Donc on est bien dans cette logique d'approche territoriale élargie. Créer ou préfigurer une zone à circulation restreinte, ce que je disais tout à l'heure, donc c'est des zones où certains types de véhicules n'ont pas le droit de circuler. Proposer au moins 2 actions complémentaires portant sur des secteurs différents, adaptés aux spécificités et aux enjeux du territoire. Donc ça peut être une action sur le logement et une action par exemple sur le transport. Ou ça peut être sur les filières courtes, ou ça peut être également sur la sensibilisation. Donc on voit que ça c'est intéressant, ça c'est vague. En Ile-de-France, on est bon sur la qualité de l'air, on n'est pas les mieux lotis. En 2014, on estimait que plus de 2,3 millions de franciliens restent exposés à des niveaux de pollution de l'air supérieurs au seuil réglementaire. Donc c'est les fameux NOx, donc les dioxydes d'azote ou les particules, voilà. Donc voilà ces valeurs là, la carte qui peut le montrer. Et donc l'ADEME a lancé le 10 juillet un appel à manifestation d'intérêt, ce que je disais tout à l'heure, donc c'était le 10 juillet 2014, le Fonds Air pour accompagner les collectivités. Donc en fait, elle a élargi un dispositif qu'elle avait initié dans une région en France, je sais plus si c'est la région Rhône-Alpes ou l'Auvergne, voilà. Bon bref, elle est en train d'essayer d'élargir ce dispositif pour inciter les grandes agglomérations à également le mettre en place. Donc c'est aussi des sources de financement, parce que c'est un fonds Air, comme son nom l'indique, c'est un fonds économique. 2 types de projets peuvent être accompagnés, donc études pour donc de l'étude ou la capacité d'aider les particuliers justement à rénover leur matériel quand il est peu performant. Il faut savoir, par exemple, le chauffage au bois concerne quand même, par exemple, 16% de la population d'Île-de-France, donc à peu près 8 000 ménages. Donc c'est quand même intéressant d'essayer de travailler sur ce levier qui est quand même conséquent. En guise de conclusion, on a à peu près 48 minutes, ça a été très rapide et je pense que tout le monde comprendra qu'on ne peut pas rentrer en 45 minutes dans cette capacité d'explorer chaque article. Il y a un bon nombre de décrets qui doivent sortir encore. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que donc lutter contre le dérèglement climatique et réduire la facture énergétique de la France
par la transformation du modèle énergétique national. Donc ça offre une vraie opportunité de combattre à la fois le chômage par la croissance verte, de valoriser les nouvelles technologies, de soutenir l'innovation, de conquérir de nouveaux marchés dans le domaine des énergies renouvelables, du transport propre, du bâtiment durable, de l'efficacité énergétique, d'améliorer la compétitivité des entreprises également, puisqu'on a bien vu qu'il y a tout un champ le privé est également concerné et incité à faire des efforts sur ses consommations et ses productions de déchets notamment. Donc voilà les principaux objectifs de la loi, ce qui doit permettre in fine de favoriser le progrès social tout en protégeant mieux la santé publique et en améliorant la qualité de vie, notamment en réduction de la précarité énergétique ou faire des villes plus respirables, en donnant également aux ménages un pouvoir d'achat meilleur grâce aux économies d'énergie ou grâce à la capacité de financer les travaux de rénovation dans leurs bâtiments, voire encore des solutions pour le transport, typiquement l'indemnité kilométrique pour le vélo qui va permettre de peut-être inciter les gens à acheter un vélo, par exemple, ou en tout cas de valoriser l'effort quotidien de ces gens qui se déplacent à vélo. Donc ce projet de loi fait de la France l'un des États membres de l'Union européenne le plus engagé dans la question de la transition énergétique et de la lutte contre le dérèglement climatique. Au moment où l'on discute au niveau européen le nouveau paquet climat-énergie, c'est en cours, et à l'approche de la conférence de Paris, donc la COP 21 en décembre à Paris, ça traduit donc, je pense, assez bien l'ambition française d'être un acteur, d'être un territoire, un pays exemplaire sur ces questions énergétiques. Voilà. Pour aller plus loin, je vous ai cité plusieurs fois le site de l'ADEME, donc je vous invite à vous rendre sur le site de l'ADEME, je pense que la plupart d'entre vous les connaissent. Également une page dédiée sur le site du ministère, sur la transition énergétique. Et pour retrouver le texte de loi en détail et découvrir tous les articles, voilà, je vous ai présenté en tout début les principaux champs et quels articles à quels articles vous référez. Je vous invite maintenant à pour rentrer dans le détail, notamment l'ART 2015, pratiquement dans le bâtiment, enfin, voilà, et tous les sujets qu'on a pu aborder rapidement pour les découvrir plus en détail. Voilà. Très bien, merci beaucoup Sylvain pour votre présentation. C'est effectivement, je suis d'accord, assez court, 3/4 d'heure pour faire le tour d'un sujet aussi vaste. On va passer dans quelques instants à la séance de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les saisir dès maintenant dans la fenêtre questions qui se trouve à droite de votre écran dans l'interface GoToWebinar. Le temps que vous posiez vos questions et avant d'aller un petit peu plus loin, on va passer une dizaine de minutes sur ces questions-réponses. Je vous rappelle que si vous souhaitez aller plus loin sur ces problématiques, VK vous propose un certain nombre de services documentaires, notamment notre base documentaire Développement durable des territoires que vous voyez apparaître sur votre écran, ainsi qu'une offre intégrale consacrée à l'aménagement des territoires et qui survole un certain nombre de problématiques. C'est un outil très complet. Vous retrouverez ces offres et d'autres évidemment sur notre site www.vk.fr. Et vous pouvez également joindre directement notre service relation clientèle qui reste à votre disposition par téléphone au 01 53 35 17 17. Et on vous invite également à aller faire un petit tour sur notre dossier spécial de ce mois-ci qui est dans le cadre de cette webconférence, évidemment consacrée à la transition énergétique. Donc vous y trouverez un certain nombre d'informations sur les questions qui ont été évoquées aujourd'hui par Sylvain. Donc Sylvain, si vous le voulez bien, je vais vous soumettre les quelques questions qui m'ont été posées. Je passe à la première. La première était, nous souhaiterions connaître en particulier les incidences sur les opérations de réhabilitation thermique des bâtiments HLM à venir ou sur les opérations d'amélioration des logements sociaux, nouveaux travaux ou contrats de maintenance. C'est une question un peu très technique. Donc en fait, je vous disais tout à l'heure, donc il va y avoir la réglementation thermique 2015 donc, qui va définir des nouvelles normes d'isolation. Donc l'objectif c'est d'aller au-delà des propositions de la norme 2012, c'est de permettre d'avoir des bâtiments neufs qui n'excèdent plus 30 kWh par mètre carré par an, alors que c'était avant 50. Donc il y a un certain nombre de règles qui doivent être respectées en termes d'isolation, mais également d'usage. Et donc on va voir aussi apparaître, donc il y a l'idée d'avoir un carnet numérique du suivi et d'entretien du logement qui va permettre entre guillemets de donner un guide
aux utilisateurs de logements performants et ce document va être obligatoire pour toutes les constructions neuves dont le permis de construire a été déposé le 1er janvier 2017. Par contre, typiquement sur le logement social, la loi n'a Enfin voilà, ça a été retoqué par le Conseil qui n'a pas souhaité en fait entre guillemets que ces carnets soient mis à disposition dans les logements sociaux. J'ai pas la raison exacte. Peut-être que c'est la complexité du dispositif ou peut-être qu'il y a un doute vis-à-vis des gestionnaires des logements sociaux. J'ai plus la fin de la question. Sur la fin, on avait... Alors, je vais reprendre au début parce que c'est toute une question entière. Nous souhaiterions connaître en particulier les incidences sur les opérations de réhabilitation thermique des bâtiments HLM à venir ou sur les opérations d'amélioration des logements sociaux, nouveaux travaux ou contrats de maintenance. J'ai pas beaucoup plus d'informations à vous donner en fait maintenant et là sur par rapport aux bailleurs. C'est pas grave, dans ces cas-là, ce que je vous propose, c'est éventuellement d'aller poser votre question, comme je vous le disais en introduction, sur le forum VK. Là, à ce moment-là, Sylvain aura peut-être plus d'informations à vous transmettre dans les jours à venir, ou vos confrères également sont invités à participer et à créer une entraide sur ces questions qui concernent un certain nombre de personnes. On va passer à la question suivante parce que le temps file. Bourg-en-Bresse Agglomération lance son deuxième plan climat 2015-2020. Le programme d'action sera voté début 2016. Comment intégrer les différents décrets de la LECV qui arriveront en cours de PCAET en donnant des orientations plutôt que des actions définies, en intégrant au programme d'action une action répondre le plus souvent possible aux appels à projets qui émergent tout au long de la période. LECV LECV, les différents décrets de la LECV. Donc c'est la loi sur la... Ok, je vois pas l'acronyme. De comment on va intégrer de toute façon, en fait, on fixe des objectifs. Les objectifs sont fixés par l'État. Les moyens de mettre en œuvre et d'atteindre ces objectifs, entre guillemets, les collectivités ont des marges de manœuvre assez larges et beaucoup de liberté entre guillemets sur la façon laquelle elles peuvent le mener. Justement, ces appels à projets que j'ai présentés, c'est un moyen justement d'inscrire certains territoires ou projets dans ces dynamiques d'appel à projets, puisqu'on va du coup récupérer des sources de financement et permettre donc de faciliter la mise en œuvre et l'atteinte de ces objectifs. Donc après, il y a une validation. Je crois votre plan climat, et dans tous les cas, nécessite d'être évalué. Donc c'est intéressant quand on rentre sur des deuxièmes plans climat, donc on sort d'un diagnostic qui nous a montré les dimensions qui ont bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné. Donc sur ce qui a bien fonctionné, c'est intéressant de savoir pourquoi ça a bien fonctionné pour en tirer les conséquences. Et sur ce qui éventuellement a pêché ou n'a pas réussi à mettre mis en œuvre, eh ben, c'est l'occasion de se demander pourquoi ça n'a pas été mis en œuvre. Est-ce que l'objectif est trop ambitieux? Est-ce que les moyens alloués n'étaient pas les bons? Est-ce que le délai à partir sur le projet était trop court? Est-ce qu'il y a des acteurs dans la boucle qui nécessitent d'être de nouveau rencontrés, remobilisés pour essayer d'atteindre les objectifs en question. Donc, je crois qu'entre guillemets, la façon à laquelle vous avez intégré les objectifs dans votre premier plan climat, on va être sur on va faire à peu près de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a toujours les élus qui vont fixer des cibles et le comité de pilotage technique chercher de le mettre en œuvre qui doit aller réussir à mobiliser l'ensemble des acteurs qui sont directement concernés par l'objectif en question et les solutions à mettre en œuvre. Exactement de la même façon, c'est on peut dire un peu comme le premier plan climat, seulement voilà, si les objectifs ont été révisés entre les deux, bon bah ça donne une nouvelle dimension et donc quels moyens on va allouer pour atteindre ce nouvel objectif, quoi. Donc c'est une fois de plus, on est toujours sur cette même logique. C'est-à-dire si les objectifs on est sur de la démarche d'amélioration continue, hein, c'est ça vraiment qui est important. Donc l'idée de cette loi, les plans climat qui ont été initiés avec la loi Grenelle 2, évidemment les objectifs qui sont rehaussés avec la loi sur la transition énergétique vont tout à fait dans cette logique d'amélioration continue. La loi fixait le Grenelle 2 fixait des premiers objectifs, la transition va un peu plus loin. Et la façon de laquelle vous avez réussi à atteindre ou non ces premiers objectifs doit vous permettre de vous questionner sur comment on va utiliser la même démarche si ça a bien fonctionné ou garder le même dispositif si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, bah, c'est l'occasion justement quand on révise un plan climat d'évaluer l'ensemble de
de la politique publique mise en place en termes de territoire. Pourquoi le territoire pourquoi on a du mal à accompagner la transition sur ce territoire-là? Peut-être parce qu'on a des bâtiments qui sont très anciens et donc forcément on part avec une difficulté majeure qui est rendre performant du logement, par exemple typiquement qui a été construit avant les années 70. Au contraire, on a déjà un certain nombre d'acteurs, par exemple, qui sont potentiellement producteurs d'énergie parce qu'on est sur un territoire ensoleillé, parce qu'il y a un certain nombre de déchets agricoles à valoriser, et donc là, forcément, il y a des objectifs qui sont plus faciles à atteindre. Merci. Une question, il me semble que vous l'avez évoqué au cours de votre présentation. Les collectivités territoriales doivent-elles avoir un pourcentage de véhicules propres et si oui, à quelle échéance? Alors oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc les collectivités territoriales, donc si je vais lire, comme ça je suis sûr d'être plus clair. Donc le texte détermine de nouvelles obligations en matière de renouvellement des flottes de véhicules de l'État, ces établissements publics, mais également les entreprises et les collectivités territoriales, lorsqu'ils gèrent un parc de plus de 20 véhicules. Donc ça c'est l'article 37. D'accord, donc voilà, plus de 20 véhicules, je pense que c'est la majorité de nos collectivités territoriales. Après, il y a des histoires de les véhicules dont le poids total est autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes. Donc, ce renouvellement doit être donc ça doit être mis en place au plus tard le 1er janvier 2016. Alors voilà, je vais lire, ce sera plus simple. Pardon. Concernant les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes à l'occasion d'une opération de renouvellement postérieure au 1er janvier 2016, l'État et ses établissements publics doivent acquérir ou utiliser dans la proportion minimale de 50% de ces renouvellements des véhicules à faible émission ou les véhicules de toute motorisation polluante atmosphérique, de toute motorisation et de toute source d'énergie produisant de faibles niveaux de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques fixés en référence à des critères définis par décret. Cette obligation est portée à 20% pour les collectivités. Donc 50% pour les organismes de l'État, 20% pour les collectivités et les entreprises nationales. Les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, bon alors sur un cas particulier, c'est peut-être pas forcément intéressant. Voilà. Concernant les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'occasion d'une opération de renouvellement postérieure au 1er janvier 2017, donc on est inférieur, c'est 1er janvier 2016, supérieur, c'est 1er janvier 2017, l'État et les établissements publics doivent de même acquérir ou utiliser dans la proportion minimale de 50% de ce renouvellement le même type de véhicule, entre parenthèses, les mêmes exclusions s'appliquant. Les collectivités territoriales doivent, quant à elles, simplement réaliser une étude technico-économique sur l'opportunité d'acquérir ou d'utiliser ces véhicules à l'occasion d'une opération de renouvellement. L'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et le STIF, donc pour l'Île-de-France, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de 20 autocars ou autobus pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc dans la promotion minimale de 50% de ce renouvellement à partir de 2020. 2018 pour les RATP, puis en totalité à partir de 2025. Est-ce que c'est plus clair? Voilà, c'est tellement spécifique que j'ai du mal à retenir ça. C'est normal. C'est pour ça que je vais permettre de le lire. Voilà. Ok, je passe rapidement à la question suivante. On me demande à quel type de projet et collectivité s'adresse l'AMI Ville durable, ville solidaire, entre parenthèses ANRU. Est-ce que ça vous parle? Oui, mais faudrait que je refouille dans mes notes, quoi. D'accord. Donc, je vous invite encore une fois à aller poser cette question sur le forum pour qu'on laisse un petit peu de temps à Sylvain ou à d'autres personnes qui seraient en mesure de répondre, de poster leurs réponses sur le forum. Donc, il s'agit du forum administration et gestion locale, je précise parce qu'il y en a plusieurs, et vous le retrouverez à l'adresse www.vk.fr/forum/. Les régions, Sylvain, constituent-elles une exception au type de collectivité pouvant participer au capital de société visant le développement de projets de production ENR? Je crois que les régions sont justement, c'était une volonté de Ségolène Royal de dire qu'elles peuvent faire partie en fait de ces structures. Alors je vais essayer pareil, je vais prendre 30 secondes pour essayer de retrouver donc justement cette dimension. Je vous en prie. Voilà, donc la participation directe ou indirecte des collectivités au projet de production de l'ENR. Alors, la loi institue la possibilité pour les sociétés par action comme les sociétés coopératives constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable lors de leur constitution ou de l'évolution de leur capital d'en proposer une part aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels elles se situent.
elles peuvent également leur proposer de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable. Un décret en Conseil d'État viendra préciser le dispositif article 111. Donc voilà, je pense qu'en fait c'est tout simplement, on n'a pas encore le décret, donc on ne peut pas savoir si finalement, si on est à l'échelle de l'EPCI, de l'agglomération ou de la région. Je pense potentiellement que ça peut être tout à fait, en fonction de la nature des projets développés, coporté par les régions. Hein. Je m'engage un peu à l'avance, c'est pour ça que je vous inviterai à attendre le passage du décret pour s'assurer de ça. Mais il n'y a pas de raison d'exclure entre guillemets les régions sur cette capacité à être justement membres de ces sociétés anonymes, coopératives, qui vont se mettre à être productrices et vendeuses d'énergie renouvelable. Donc c'est l'article 111 et donc je vous invite donc à vérifier donc le passage du décret. D'accord, donc à vérifier dans quelques temps. On me demande, mais là c'est peut-être un petit peu compliqué d'y répondre comme ça à brûle-pourpoint, des détails sur la rénovation énergétique obligatoire sur les bâtiments privés résidentiels. Alors pareil, il y a beaucoup de choses. Oui, En c'est gros, peut-être un peu vaste. c'est-à-dire que c'est un peu non, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a l'idée qu'en cas de travaux conséquents, type rénovation de sa toiture ou travaux d'isolation de, voilà, en fait, à partir d'un certain volume de travaux, le privé aura l'obligation voilà, on ne peut pas rénover sa toiture sans penser tout de suite à l'isolation de cette toiture. Donc en fait, ça va dépendre, en gros, c'est en fonction du volume des travaux à mener que la personne sera dans l'obligation de mettre en place une solution performante en termes d'efficacité énergétique. Mais ça, c'est typiquement le rôle des agences locales de l'énergie ou des plateformes. Voilà, ces informations-là sont disponibles sur les plateformes de rénovation énergétique. Donc c'est vraiment le type de question. Je vous invite même éventuellement à contacter une de ces plateformes présentes sur votre territoire ou ce qu'on appellera un point info énergie s'il a évolué vers une agence locale de l'énergie pour avoir ces informations qui sont une fois de plus en train, je suis même pas sûr qu'il y a encore le décret soit encore sorti. Donc, mais en tout cas, c'est corrélé à un montant minimum de travaux à réaliser. D'accord. Alors le temps est passé très très vite. Je vais être obligée de passer à la toute dernière question, qui d'ailleurs est un petit peu dans la lignée de ce qu'on vient d'évoquer. Comment inciter les citoyens à engager la rénovation de leur logement, justement? Avez-vous des exemples de collectivités qui ont expérimenté cette démarche? Bah, en fait, ça va dépendre du profil du citoyen. Soit on est sur une approche de responsabilité vis-à-vis des générations futures, et donc là, en gros, on va les inciter à faire des efforts pour la planète. Soit on est sur une pratique beaucoup plus concrète qui est ça me coûte trop cher de me chauffer. Et donc là, on va être sur une approche économique de dire, bah, grâce à votre rénovation, vous avez un retour sur investissement à telle date. Grâce au crédit d'impôt, X% de vos travaux peuvent être pris à charge entre guillemets par l'État. Pour les ménages les plus modestes, on n'a pas parlé du fameux chèque énergie qui peut être utilisé soit pour payer ses factures parce qu'on est dans la difficulté de payer, soit pour payer les travaux d'isolation, ce qui va permettre de réduire ses factures et donc d'être dans une meilleure capacité à le payer. Donc je pense que toujours au début, ça passe par de l'écoute, c'est-à-dire que soit on a un public qui est sensible à cette question-là, donc qui est prêt à mettre en place des actions, et dans ce cas-là, on lui présente les actions, soit on a un public qui est peu sensible sur ces questions, et dans ce cas-là, c'est intéressant d'essayer de dire, mais voilà, projetez-vous dans 5 ans, si votre facture d'énergie double, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Voilà, donc là, forcément, ça va interpeller, parce que dès qu'on touche au porte-monnaie, c'est beaucoup plus concret que parler de responsabilité vis-à-vis de l'avenir et ainsi de suite. Et donc, voilà, on va pouvoir les capter à ce moment-là. Je présentais tout à l'heure la démarche famille énergie positive, c'est un exemple d'action où on a créé de la mobilisation citoyenne, où un certain nombre de familles s'engagent à faire des efforts pour réduire leur facture. Alors c'est plutôt sur de l'usage, hein, c'est de la consommation, mais typiquement, on va mesurer combien consomme. Alors ça se passe en hiver évidemment, parce que c'est là où on a des factures les plus importantes en général. Donc ces dispositifs ont lieu sur les périodes hivernales. Donc on va commencer par un diagnostic de quelles étaient la valeur de vos factures l'année dernière, ce qui nous permet de mesurer en gros, de fixer un objectif de réduction de 10%, 8 ou 10%, voire plus, hein, parce que souvent on se rend compte que dès qu'on engage ces familles, on obtient beaucoup plus en termes d'économie d'énergie. Et ça va être l'occasion justement de créer cette dynamique
pour que on incite le maximum de familles à s'inscrire. Et puis la collectivité va pouvoir communiquer dessus, ce qui fait qu'on va montrer voilà, si les gens disent à la fin de l'année, on a économisé 250 euros sur nos factures énergétiques, je pense que c'est quelque chose qui va parler beaucoup aux citoyens. Donc la question, c'est comment on peut essayer d'impliquer les habitants pour qu'ils entreprennent des démarches de rénovation de leurs bâtiments. Je dirais qu'il faut s'appuyer sur tous les dispositifs dimension nationale en termes de semaine du développement durable, semaine de réduction des déchets et autres. Donc tout ce qui permet, entre guillemets, on a déjà une base où les gens sont sensibilisés à ces questions-là parce qu'on a une communication à l'échelle nationale. Et puis à vous, après, c'est à l'échelle de chaque collectivité d'aller faire, par exemple, proposer une thermographie aérienne. Donc c'est un peu cher, donc évidemment, faut pouvoir le financer. Et faire un diagnostic en marchant. Moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai animé dans des collectivités, par exemple, et quand on est en hiver et qu'il y a un peu de givre sur les toits, tôt le matin, on peut se balader. Puis les toits où il y a beaucoup de givre, c'est qu'il y a une bonne isolation. Par contre, les toits où toute la neige, où le givre est fondu, c'est-à-dire qu'en fait, on a une perte énorme par le toit. Et donc là, c'est très visuel à ce moment-là. On se rend bien compte, bah voilà, si la neige a fondu sur le toit de cette maison-là et pas sur l'autre, c'est qu'il y a une maison qui est isolée et pas l'autre. Voilà. Donc en fait, on a du visuel. Il faut créer du dialogue, il faut créer de la mobilisation. Il faut s'appuyer sur le maximum, on va dire, de démarches à l'échelle nationale parce qu'on bénéficie d'une communication qui est déjà bien présente et c'est intéressant. La COP 21 donne une bonne opportunité d'aborder toutes ces questions en fin d'année parce que le sujet est beaucoup plus présent dans l'actualité en ce moment. Et donc après, vous avez aussi typiquement par exemple une maison témoin qui peut être quelque chose de très intéressant comme outil de sensibilisation, voilà, où les gens vont pouvoir découvrir voilà, que la performance, voilà, dans une pièce on a du simple vitrage, dans l'autre pièce on a du double vitrage, et puis on voit que dans une pièce on a 5 degrés plus que l'autre, et donc c'est visible directement par sensation. Évidemment, après il y a tout ce qui est euh, l'information, voilà, faut informer le public ce qui fait frein au public, c'est soit la méconnaissance de l'information, méconnaissance de la compréhension des enjeux, donc on dit que finalement il n'y a pas de lien entre ma maison et le climat, soit c'est la méconnaissance des solutions qui existent, et puis après il y a tous les freins peut-être culturels qui vont faire que les gens vont pas oser pousser la porte d'une agence locale de l'énergie parce qu'ils vont avoir l'impression que c'est quelque chose d'hyper engageant alors que c'est simplement une structure où on vient chercher du conseil quoi, au départ, donc il n'y a pas d'obligation à entreprendre des travaux. Donc je pense que c'est comment vous allez engager pour répondre à la question, bah, c'est en rendant disponible l'information et surtout en étant capable de traduire cette information avec le langage qui est entendable par les personnes. Voilà. Si on est sur des personnes qui ont les moyens pour financer leur logement, leur rénovation, voilà, il faut les inciter à le faire parce que c'est plus de l'ordre de la responsabilité. Si c'est des personnes qui sont proches de la précarité ou déjà avec un contrôle de leurs dépenses, et bien évidemment l'argument économique va être le principal levier qu'on va pouvoir exposer. Quitte en plus après aller derrière sur la biodiversité, les générations futures et ainsi de suite, parce que tout ça fait sens, quoi. Ouais, mais c'est de l'animation, voilà. Donc s'appuyer sur des structures locales, associatives, hein, évidemment. Vous n'êtes pas tout seul je parle si on parle sur les collectivités, vous n'êtes pas tout seul, donc il y a un certain nombre d'acteurs qui sont capables d'être porte-parole. Je pense aux régies de quartier, je pense aux missions locales, je pense à toutes les associations de terrain, si on peut dire, qui sont capables de porter un discours bien mieux que l'élu en charge de ces questions-là, qui est une personne qui est mal perçue parce qu'elle est pas connue ou ils l'ont jamais vue auparavant sur leur territoire, quoi. Donc appuyez-vous sur tous ces relais d'information associatifs qui ont les clubs d'entreprise, par exemple, si on va aller sur le privé économique, pour inciter, donc, pour faire passer plus facilement vos messages. Il n'y a pas de solution miracle, en tout cas. On peut dire ça, c'est plutôt Non, mais effectivement, les gens ont parfois besoin de comprendre quelle est la conséquence concrète à court terme et pas forcément d'ici 20-25 ans. Exactement. Ça peut plus parler, en tout cas, dans le cadre d'une première approche, oui. Exactement. Très bien, merci. On va être malheureusement obligé de mettre un terme à cette webconférence là maintenant, puisqu'il est 12h15. Un grand merci à vous, Sylvain, pour votre présentation et tous ces éléments de réponse. Encore une fois, je vous le répète, le Forum VK est également à votre disposition pour ça. Merci à tous pour votre attention et votre intérêt pour ce sujet. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée au nom de toute l'équipe VK.